fois. C'est la première fois, vous savez, depuis presque 25 ans que j'ai vu Normandie. Je ne me souviens pas très clairement en détail, mais je me souviens des bateaux, une mer pleine de bateaux, les gens morts autour de moi, beaucoup de mes copains. Et je me souviens d'une sorte de confusion totale où on ne savait pas où aller, où se cacher. Et je me sentais une sorte de peur dans l'estomac qui me revient un tout petit peu en revoyant cette plage aujourd'hui. Et en plus, on n'était pas les militaires professionnels, la plupart de nous. On était les jeunes, peut-être comme moi, les gens qui avaient autre chose à faire après. À la pointe du Hoc, les 225 Rangers du colonel Ruder escaladent la falaise avec des grappins et des échelles de corde. Mission capitale, neutraliser une batterie à longue portée. Quand il s'en empare, le colonel Ruder a perdu la moitié de ses hommes. Et il s'aperçoit que les canons ne sont pas là. Ils sont à l'intérieur des terres. Depuis 48 heures, la résistance essaie de prévenir Londres. Cet exploit insensé n'a servi à rien. Du côté anglais, toute la nuit et toute la matinée, des planeurs déposent 6000 parachutistes sur les rives de l'Orne. Tant bien que mal. Plutôt mal que bien. La mission des paras anglais est de s'emparer du pont de Bénouville sur l'Orne. Sur les plages anglaises, Gold et Sword, les Tommies se souviennent de la prière de Lord Ashley avant la bataille. Mon Dieu, dans quelques instants, je vais être très occupé. Je vais sûrement vous oublier. Mais vous, ne m'oubliez pas. La première brigade de commando débarque devant Ouistreham. Le colonel Dawson, chef d'état-major, laisse les 2 péniches qui transportent les Français du commando Kieffer prendre quelques mètres d'avance. Messieurs les Français, tirez les premiers. Ainsi, ils sont les premiers à poser le pied sur le sol de France. L'un de ces Français, Gwenaël Bolloré. C'est ici, il y a 25 ans, que les commandos français ont débarqué. Vous étiez combien? Nous étions 177. Vous veniez d'où? De toutes les parties de la France, mais il y avait à peu près la moitié de Bretons. Vous aviez quel âge? 18 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, les impressions, quand nous avons échoué, à vrai dire, nous avions des choses très importantes à faire et nous n'avions pas eu beaucoup d'émotions. Nous avions notre travail. À tel point d'ailleurs que quand nous sommes rentrés dans l'eau, en descendant des barges, nous avions de l'eau jusqu'à la poitrine et aucun de nous n'a eu le sentiment d'être mouillé. Pourtant, nous sommes restés avec ces costumes-là pendant plusieurs jours. La véritable impression très émouvante, c'est quand la flotte est arrivée, nous étions à fond de cale et au petit jour, on nous a fait monter sur le pont. Il y avait un silence absolu. Et alors là, nous avons vu à l'horizon la terre de France. Et ça a été pour nous tous vraiment quelque chose de très poignant.
après le débarquement proprement dit, nous nous sommes regroupés à côté d'une ancienne colonie de vacances. Et puis nous avons commencé la progression par l'arrière, c'est-à-dire que nous avons été de Rivabella jusqu'à Ouistreham en utilisant le grand boulevard et notamment la dénivellation qui est entre le côté droit et le côté gauche, qui nous mettait un petit peu à l'abri du tir des Allemands. Les premiers chars sont arrivés, les chars d'Idi, et nous avons progressé, je me rappelle très bien, je courais derrière un char, et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 civils qui sont sortis et qui nous ont fait des signes, qui nous prenaient pour des Anglais d'ailleurs, puisque nous avions l'uniforme anglais. On a juste eu le temps de leur dire quelque chose en français, ce qui les a sidérés, et puis on est passé. Mais c'était quand même émouvant. Et nous sommes venus par derrière pour attaquer le casino. Et c'est là où vraiment il y a eu des combats assez durs. Au prix de lourdes pertes, le commando Kieffer s'empare du blocos que les Allemands ont construit à la place du casino de Rivabella. Alors, on peut continuer vers le pont de Bénouville où les parachutistes attendent. À la tête des commandos, le plus jeune général de l'armée anglaise, mais déjà vétéran de Narvik et de Dieppe. Il avait 30 ans. Grand seigneur écossais, il a débarqué en pantalon à côte de velours, en tricot, une carabine de chasse à l'épaule. Le général Lord Lovat. Nous avons tous tenu les pullovers et les pantalons très légers. Moi en velours et mes soldats en toile. Et les souliers légers parce que c'était nécessaire de nager peut-être si les bateaux ont coulé. Et après traversant la plage qui était bien dangereux à ce moment-là, le mur atlantique de Hitler, et après ça jusqu'à travers les bosquets et les vergers jusqu'aux rivières et le pont à Bénouville. Après ça, nous avons nécessaire de peut-être nager encore si le Boche occupait le pont. Et en effet, il y avait une bataille jusqu'ici à là. Mes soldats avaient tous les fusils, mais moi j'avais un fusil de chasse. Parce qu'après, en traversant le mur, c'était vraiment comme un chasseur lapin qui visait vite et tirait vite à gagner la bataille. Les paras anglais sont de l'autre côté du pont, mais les Allemands encerclent le village et on tire de tous les côtés. Alors nous sommes arrivés sur le pont de Bénouville, sur le canal, qui est maintenant appelé Pegasus Bridge. À ce moment, j'ai donné l'ordre à mon joueur de cornemuse de faire la musique pour avertir nos hommes, nos camarades dans le village, et aussi peut-être pour nous donner courage. Ce jour-là, Bill Millin, le cornemuseur personnel de Lord Lovat, a traversé ainsi le pont de Bénouville sous les balles en jouant Blue Bonnets Over the Border, le chant de guerre des Écossais. Enfin, il y avait le pont à travers la rivière. À l'autre côté, j'ai trouvé le général Poet qui commandait les parachutistes. Je lui ai dit, I'm sorry, I'm late. Je suis désolé d'être en retard. En réalité, j'étais 2 minutes en retard. Sur la place Junot, à Courseulles, les Canadiens se heurtent à une vive résistance. Mais les chars amphibies écrasent les nids de mitrailleuses et ouvrent la brèche.
un ancien du 1er régiment de hussards du Canada, le sergent Léo Gariepi. On dit que vous êtes le premier Canadien qui a débarqué ici sur cette plage. Oui, c'est ça qu'on dit, mais à chaque fois qu'on dit ça, on oublie de mentionner qu'il y en avait 35 000 qui nous poussaient derrière. Hein? Pourquoi est-ce que vous avez débarqué les premiers? Eh bien, nous appartenions, j'étais chef de char amphibie. Nous étions l'attaque initiale de l'assaut sur la plage ici, en cet endroit même. Nous sommes arrivés au large ici, au large de la côte ici, vers 4h30, 5h moins quart le matin. La mer était très agitée, il faisait des vagues assez énormes. Puis il y avait eu beaucoup de confusion à propos du lancement des chars amphibies. Alors le commandant du bord nous a dit qu'on nous lancerait pas en mer, mais qu'on nous amènerait sur la plage à sec. Alors il y a eu une petite mutinerie mineure à bord, et puis on a dit au commandant, eh bien, vous nous lancez en mer ou on vous fout à l'eau. Hein? Alors il s'est excité un peu, il a dit c'est de la mutinerie, on dit vous le direz aux poissons. Hein? Alors, finalement, vous avez débarqué avec les chars. Alors finalement, on nous a donné la permission de se lancer en mer. J'ai débouché, j'ai passé par travers plusieurs murailles de jardin ici parce que j'avais la trouille un peu de monter sur le chemin qui m'avait été indiqué. Je croyais que c'était miné. Alors j'ai pris tous les jardins partagés derrière la maison, j'ai défoncé 12 murs. J'ai débouché dans une rue, puis il y avait un camion gazogène sur ma route. Il y avait 2 hommes et une femme sur un perron de maison. Là. Alors je me suis sorti la tête de la tourelle et puis je leur ai dit, voulez-vous bouger le camion afin que je passe? Puis on n'a pas bougé du tout. Alors je me suis mis en colère, je lui ai dit, vous comprenez pas, vous êtes des idiots. Voulez-vous bouger? Mais on était ébahis parce que je parlais français. Alors on m'a demandé de quelle façon j'avais appris le français, mais je ne sais pas le temps de discuter mon bilinguisme, hein, et allez vous abriter. À midi, les Britanniques sont solidement installés sur les plages et le matériel lourd commence à débarquer. À 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 10 heures après le débarquement, la seule division blindée de Rommel, la 21e Panzer, lance une contre-attaque. En chemin, les Allemands découvrent à leur tour la Jeep, un jouet pour faire la guerre. En fin de journée, la 21e Panzer atteint la plage à Luc-sur-Mer. Rommel avait raison. C'était là qu'il fallait livrer bataille. Maintenant, il est trop tard. Les panzers-grenadiers contemplent, impuissants, la machine de guerre alliée qui, sur un front de 80 km, déferle sur le continent. Et ils font demi-tour. Au soir du 6 juin, les Alliés n'ont pas atteint tous leurs objectifs. À l'ouest, la jonction s'est opérée entre Utah Beach et les parachutistes. Vierville, Omaha Beach, est étroitement encerclée par les Allemands et les Britanniques eux-mêmes sont coupés en deux par la contre-attaque allemande sur Luc-sur-Mer. Caen, qui était l'objectif principal du jour J, est toujours aux mains des Allemands. Rommel rentre d'Allemagne le soir du 6 juin. Il inspecte le front et interroge lui-même les parachutistes du général Meindl. Puis il va à Saint-Germain voir le vieux maréchal von Rundstedt, commandant en chef à l'ouest. Rommel est furieux. Il veut des blindés à tout prix. Il faut raccourcir le front et contre-attaquer, vite. Mais Hitler garde obstinément ses Panzer SS en réserve. Décidément, il est fou. Von Rundstedt baisse les yeux et se sent soudain très vieux. Le Führer ne veut rien entendre. Il n'a plus confiance en personne. Et si ce débarquement était une ruse, dit-il? De toute façon, il vit dans un rêve. Le rêve de ses armes secrètes, les V1, des bombes volantes, avec lesquelles il veut détruire Londres. En 15 jours, 2000 V1 s'abattent sur l'Angleterre, causant des dégâts considérables. Mais les Anglais en ont vu d'autres depuis 1940. Il en faudrait davantage maintenant pour changer le cours de la guerre. Hitler a enfin compris. De tous les coins d'Europe, de Russie, d'Allemagne